Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Il est 17h01, voire maintenant 17h, enfin 10h02. On a quelques minutes de retard, donc veuillez nous excuser. Mais voilà, on vous propose d'attendre encore quelques petites minutes que les nouvelles personnes se connectent. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter. Donc voilà, on va couper le micro quelques minutes et attendre que les dernières personnes arrivent. Mais vous êtes bien au bon endroit, vous êtes bien au webinaire sur Solability 2, point sur l'actualité en vue de la collecte 2025. Donc voilà, merci. Et je vous propose qu'on commence à 10h04 ou 10h05 pour être précis. Voilà, merci et à tout de suite. Alors, il y a quelques personnes encore qui arrivent au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire qui va commencer dans quelques instants. On attend juste que les dernières personnes se connectent. Ouais, quelques personnes qui arrivent encore. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Vous êtes très nombreux pour ce webinaire, donc c'est un plaisir de faire cet échange avec vous. Et voilà, vous êtes toujours nombreux pour ces webinaires et ça nous fait très plaisir de pouvoir avoir ces moments de partage et ces moments d'échange. Alors, il est 10h04, si ça vous va, on peut commencer avec Kevin. On va peut-être commencer par se présenter d'ailleurs. Donc moi, je m'appelle Louis Anselme de Lamage, je suis associé au sein du cabinet Actuelia. J'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en actuariat sur des problématiques assez variées. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien la directive Solvabilité 2 parce que elle a fait un peu ma carrière, parce que j'ai commencé, on était en train d'y réfléchir, on était en train de la mettre en place, puis après j'ai essayé de la mettre en place chez pas mal d'acteurs au fur et à mesure de ma carrière. Donc ça fait partie de mes sujets un peu de prédilection. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est audit, tout ce qui est provisionnement, tout ce qui est réassurance. Je vais peut-être avoir une casquette un peu plus non-vie et santé-prévoyance qu'assurance vie. Mais en tout cas, voilà mes sujets de prédilection. Et je laisse la main à Kevin. Merci et bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Kevin Ma, je suis senior manager au sein du cabinet de Strasbourg. Et effectivement, comme on travaille avec beaucoup d'acteurs sur les problématiques solvabilité 2 et qu'effectivement, bah, il faut qu'on ait cette veille, cette continuité de veille, hein, et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous partager justement les différents points qui nous intéressent personnellement en interne et que du coup on souhaitait aussi vous partager puisqu'effectivement ce sont des points pratiques, on va dire, qui ont vraiment vocation à vous aider d'un point de vue opérationnel, hein, pour vous aider à faciliter finalement la recherche d'infos, les infos, aussi peut-être des points de réflexion. Et l'objectif, c'est effectivement de vous partager tous les éléments qui peuvent être intéressants pour éventuellement comprendre le contexte actuel et aussi peut-être comprendre l'évolution de vos potentiels indicateurs que vous allez sûrement produire dans les quelques mois qui arrivent. Et donc avec l'UNSEM, effectivement, on va essayer de vous partager tout ça cette matinée. Alors, ce que je propose qu'on commence du coup le Oui. support. OK. Ouais. Alors du coup, l'UNSEM, je te laisse présenter le cabinet. Alors, quelques minutes, parce que si vous êtes là, vous connaissez, je pense, le cabinet Actuelia. Le cabinet Actuelia, ça a été créé en 2013, donc c'est ce que je disais juste avant la directive Solvabilité 2 par Franck Bocobza et David Pitucci, qui sont les deux associés fondateurs. Et maintenant, nous sommes quatre associés, donc moi-même et Camille Blanc-Vanet, qui voilà, essayons de proposer
des missions d'expertise en actuariat avec une quarantaine de consultants en interne qui travaillent sur des problématiques d'IFRS, de tarification, de provisionnement, de réassurance, d'audit actuariel. Euh, on a, et j'aime bien reparler de ça, une des valeurs, on ne représente pas toutes les valeurs pour faire assez rapide et pour entrer dans le cœur du sujet, mais une des valeurs qui est importante pour nous, ça fait partie vraiment de ce qu'on essaye de donner dans toutes nos missions et de mettre dans le quotidiennement d'encadrement de nos équipes, c'est de mettre de la pédagogie, d'essayer de faire en sorte que ce soit bien compris, que l'on ait la possibilité de pouvoir échanger, de pouvoir expliquer avec des mots simples. Des concepts qui peuvent parfois être sophistiqués. Cette pédagogie, elle passe par un certain nombre de formations, un certain nombre peut-être d'accompagnement sur des universitaires, mais aussi via ces webinaires. Et donc, on fait à peu près une dizaine de webinaires par an, des webinaires de ce type-là, qui durent à peu près 45 minutes. Avec le temps des questions, ça peut pas se pousser un peu à 1 heure. Les sujets qui sont abordés sont des sujets d'actualité, des sujets techniques, des sujets récurrents comme aujourd'hui, comme a pu le présenter Kevin. Mais c'est cette idée-là. Donc, on est ravis de faire cet échange, de faire cet exercice-là. Je sais que c'est assez apprécié et vu le nombre présent, je vois que c'est apprécié. Donc ça nous fait vraiment plaisir de faire cet accompagnement-là. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, le moindre détail. Vous verrez que ce webinaire, il a une spécificité, c'est qu'il aborde énormément de sujets. On fait parfois des focus sur des sujets un peu plus précis. Et dans ces cas-là, eh bien, on a plus le temps de rentrer dans le détail. Là, on va aborder beaucoup de thèmes, beaucoup d'évolutions, beaucoup de sujets. Donc, si vous avez des demandes pour aller un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à revenir vers Kevin ou vers moi. Tout à fait. Et après, effectivement, juste pour compléter, on a aussi ce côté où on essaie de vous partager aussi des retours d'expérience qu'on a pu avoir vis-à-vis de notre benchmark, notre panel de clientèle, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment de vous partager les sujets d'actualité auxquels on a pu se pencher finalement au travers de missions ou même également au travers des questions qu'on reçoit, des premières tendances de marché qu'on a aussi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous partager ça aussi. Alors, aujourd'hui, je te laisse présenter le plan, Ansem. Oui, très rapidement, pour vous dire que les sujets du jour qui seront abordés, c'est l'environnement économique et financier, enfin, l'évolution du marché de l'assurance, les évolutions réglementaires et les anticipations pour les prochaines remises et donc les travaux à réaliser. Tout à fait. Alors, effectivement, on va commencer du coup par l'aspect environnement économique et financier. Donc, effectivement, comme on est sur des arrêtés au 31/12/2024, on peut se poser la question de finalement, est-ce que, vu fin 2024, est-ce que ça a été une bonne année ou pas? On va voir qu'il y a eu des évolutions sur les courbes des taux, il y a une évolution aussi de l'inflation, il y a aussi une évolution du marché des actions et aussi au niveau de l'immobilier. Donc, l'idée, c'est de parcourir ces différents thèmes et de voir quels impacts aussi ça peut avoir sur les futurs indicateurs qu'on va produire, hein, sur le SR marché, le bilan. On va voir que ça peut toucher, ça peut avoir un impact assez significatif ou pas selon les sujets. Alors, premier point, alors, si la slide passe, effectivement, le premier point, c'est sur la partie courbe des taux. Alors, l'idée, c'est de vous expliquer que, on est sur une tendance toujours à la baisse, hein. Il y a eu des pics des taux sans risque enfin, selon l'horizon de projection de l'EIOPA. Ce qu'on constate, c'est que les taux court terme redeviennent bas, hein, enfin bas, tout est fait relatif. Il repasse à du 2% sur du court terme, alors que sur 2023 et 2022, on est encore autour de 3%. Et donc, effectivement, il faut prévoir effectivement des impacts sur la valorisation des actifs et aussi du passif, hein. Et donc, après, sur la partie SCR marché, vérifier effectivement, selon si vous êtes plus exposé à l'actif ou au passif, ça peut avoir des effets variables sur votre SR taux. Ce qu'on a pu voir en termes de retour de marché, c'est que, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont réalisé pas mal d'arbitrage parce qu'au regard de, alors,
fin 2023, c'était la tendance de tout le monde placer, enfin beaucoup d'acteurs placés sur les comptes à terme. Les comptes à terme étant arrivés à terme au niveau des années, enfin au début de l'année 2024 ou durant l'année 2024, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont commencé à vouloir replacer sur des actifs de plus ou moins long terme. Et donc, effectivement, il y a une tendance où il y a beaucoup d'actifs qui sont maintenant tournés sur de l'obligataire plutôt que des comptes à terme, hein. Et donc, ça, effectivement, il y a quand même des évolutions de bilan anticipables. Euh, Point important qu'on voulait aussi mettre en exergue, c'est que par rapport à la comptabilité aux normes françaises, hein, effectivement, on utilise aussi des taux techniques, donc qui sont déterminés de manière plutôt rétrospective, hein. Là où en EIOPA, on parle plus de vision prospective. Ce qu'on peut voir, c'est que les taux techniques qu'on utilise d'un point de vue réglementaire, eux, on va avoir plutôt une tendance haussière. C'est-à-dire que quand on prend les moyennes des TME hein, sur les 6 derniers mois ou les 24 derniers mois pour définir les fameux taux techniques vie ou non-vie, quand on regarde ça, soit on voit que le taux technique vie il est plutôt flat, autour de 1,75, soit on voit que le taux technique non-vie est à la hausse, donc ce qui est un peu enfin, différent de ce qu'on voit avec les taux EIOPA. Donc effectivement, ça c'est lié au fait qu'on soit sur des méthodes de lissage hein, sur les X derniers mois. Donc ce sont des choses qu'on ne voit pas de la même manière en compta ou en vision économique. Donc on peut avoir des effets de croisement, hein, des effets ciseaux entre une vision comptable et une vision économique lorsqu'on va calculer les provisions par exemple. Un autre point qu'on voulait évoquer avec vous au niveau de l'environnement économique, c'est effectivement, il y a une tendance de dégradation, malheureusement, des notations des émetteurs. On a vu que dernièrement, Moody's a revu à la baisse des notations sur l'environnement français, que ce soit pour l'État ou même les banques, hein. Donc ça, effectivement, il faut faire attention. Ça peut avoir des impacts au niveau du SCR contrepartie et du SCR spread, hein, lorsque on a par exemple des banques qui sont notées double A et qui passent à A. Ça peut avoir un impact non significatif sur les SCR. Ça, il faut bien sûr faire attention à vos propres émetteurs et donc bien vérifier que la notation soit bien mise à jour. Sachant qu'effectivement, après, il y a le principe du second best, hein, donc, Moody's a revu à la baisse des notations, mais pas forcément toutes les agences de notation. Donc ça, on peut toujours appliquer le principe de second best. Donc il faut vérifier par rapport aux autres émetteurs, aux autres, pardon, agences de notation comment ça a évolué et effectivement mettre à jour en cohérence avec les évolutions vos différents calculs de SCR. Voilà. Ensuite, sur l'inflation, je te laisse la Ouais, main. je vais reprendre la main sur l'inflation juste pour une petite précision par rapport à ce que tu viens de dire, Kevin. Second best, c'est la deuxième meilleure note. C'est une pratique de marché. C'est de dire qu'on ne prend pas la meilleure des notations qui est retenue sur toutes les agences de notation. On prend la deuxième meilleure. Alors, c'est une pratique de marché. C'est pour ça que Kevin disait regardez pas uniquement Moody's, regardez toutes les différentes agences. Voilà. Alors, si on fait un focus maintenant sur l'inflation. Alors l'inflation est un sujet quand même, vous avez entendu très certainement parler. On remet l'historique d'inflation depuis 2015 et on voit ce pic d'inflation en 2022, 2023 et aussi probablement en 2024, même si c'est un peu moins fort. Euh, cette inflation était compliquée parce que pour un sinistre qui était survenu en 2022 et qui est payé en 2022, il ne va pas avoir le même coût qu'un sinistre qui est survenu en 2022 et qui sera payé en 2024. Pourquoi? Parce que si on doit réparer une voiture en 2022, bah, ça n'a pas le même coût qu'une réparation d'une voiture en 2024. C'est ça l'effet d'inflation et c'est ça cet effet d'inflation, c'est de se dire que finalement, face à des cadences de règlement classiques où on va payer un petit peu plus tard nos sinistres, eh bien, le fait qu'on a un coût de main-d'œuvre, un coût de matériel qui a augmenté, on doit provisionner un petit peu plus.
Alors, les tendances de cette inflation sont plutôt une tendance d'un retour aux objectifs de la BCE, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on est plutôt sur un retour sur ce niveau-là. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que ça a quand même eu ce choc d'inflation qu'on a eu sur 2022, 2023 et un petit peu sur 2024. Ça a eu des effets. Ça a eu des effets, par exemple, sur vos triangles de liquidation. Intrinsèquement, dans vos triangles de liquidation, vous avez embarquer cette inflation. C'est-à-dire que vous avez des sinistres qui sont survenus en 2022 pour lesquels vous les avez réglés en 2024 avec cet effet d'inflation. Donc, dans vos coefficients de passage, vous avez intrinsèquement ces niveaux d'inflation. Alors, soit vous êtes passé sur des méthodes de retraitement de l'inflation dans votre triangle, soit vous avez bien maintenu cette inflation en disant bah, l'inflation passée va être l'inflation future. Si vous aviez fait cette deuxième méthode, eh bien, on vous avait l'année dernière inciter à utiliser un facteur de surinflation, c'est-à-dire que comme on est dans un phénomène de surinflation, il faut rajouter cette inflation dans le provisionnement, qui n'était pas prévu dans l'inflation passée. Là, on est plutôt sur l'effet inverse, c'est-à-dire que l'on a peut-être plus d'inflation que l'on aura dans le futur. À voir si on retraite les triangles. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas maintenir la surinflation. Ça, c'est ce sujet-là. Donc, c'est un peu technique, mais c'est à prendre en compte dans vos modèles de provisionnement, dans vos modèles de tarification aussi, parce que beaucoup se sont rendus compte que l'inflation qui est apparue en 2022, 2023, 2024, en fait, avait dégradé la rentabilité des produits. On avait imaginé que les sinistres qui seront payés dans 3 4 ans vaudront à peu près le même prix, ou en tout cas avec une inflation autour de 2%. En fait, ils ont fait une inflation de 5, 6, voire 8% en 2023. Eh bien, dans ces cas-là, on a payé beaucoup plus que prévu. Ça a pu dégrader fortement la rentabilité. C'est d'autant plus le cas que les branches sont plutôt longues. Donc, c'est à faire évoluer dans vos modèles. En assurance vie, on a à peu près les mêmes méthodes, les mêmes constats. Ces acteurs, enfin, cette inflation a créé peut-être des effets d'opportunité pour la concurrence, avec des rendements qui étaient peut-être plus forts, des arbitrages aussi qui ont été faits sur les fonds euros ou les fonds UC, et évidemment des frais de gestion qui peuvent être revus à la hausse. Alors, le deuxième sujet sur l'environnement économique et financier, c'est le marché des actions. Alors, le marché des actions du CAC 40 était assez volatile en 2024. On a connu une légère hausse sur les premiers mois de l'année, puis après une belle baisse qui s'est maintenue quasiment jusqu'à la fin de l'année. Donc, en fait, sur cette année-là, on est plutôt sur une baisse des actions sur l'année 2024. Cette baisse, elle s'est faite principalement au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'incertitude politique qu'on avait à ce moment-là, d'ailleurs qui s'est maintenue, d'ailleurs on voit sur le graphique qui est présenté. Euh, on a souhaité, parce qu'on a trouvé ça intéressant, de mettre en perspective les résultats du SP 500 américain, pour lequel on a connu une très forte hausse. Ouais, une hausse très importante sur l'année, plus de 20%. Euh, cette, euh, cette forte hausse, elle est à mettre en perspective par le lever de bouclier qu'a fait le gouverneur de la Banque de France. Moi, je trouve ça intéressant et on s'est dit qu'avec Kevin, que ce serait intéressant de le reparler en disant, puisqu'on avait pas mal d'acteurs de l'assurance, de faire passer les messages du gouverneur de la Banque de France qui rappelle que un des objectifs, c'est de faire en sorte que un certain nombre d'investissements qui sont faits hors Union européenne, qui sont faits dans des pays hors Union européenne, d'abord aux États-Unis, mais pas que. On parle d'environ 300 milliards d'euros d'épargne des Européens qui seraient investis hors Europe. Et le gouverneur de la Banque de France incite et souhaite à ce que l'on réinvestisse en Europe. Je trouvais que ce message était intéressant à refaire, mais et peut-être à regarder en fonction des perspectives des différents marchés. Euh, le deuxième effet, c'est que cette volatilité, elle va avoir un impact sur l'effet Dampner. Vous savez, c'est la correction de l'effet cyclique des taux, enfin des actions, pardon, et du niveau des actions. L'effet Dampner est une correction du choc que l'on va appliquer. Et ce choc
va être réévalué de 2,86% en 2024, alors qu'il était réévalué de 1,46. Donc c'est à peu près similaire. On voit que les chocs sont à peu près similaires entre 2023 et 2024. Et ça, je pense que c'est plutôt positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à valeur d'action égale, cela implique une hausse du SR action si on a ceux 39,49 qui sont retenus. Et voilà, c'est juste un effet de présentation. Alors, l'autre point qui est un sujet important, c'est le marché de l'immobilier sur lequel on voulait discuter. Alors, difficile de dire quelle a été la baisse. Ce qu'on sait aujourd'hui, puisqu'on a des informations, c'est qu'il y a eu moins de transactions sur un an. Probablement, les prix se sont un peu tendus. Probablement, on a eu une baisse de l'immobilier. Difficile de savoir de combien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une baisse des transactions en, en 2024. Et ça, on a les sources et on est capable de l'identifier. Alors, euh, aujourd'hui, les perspectives, c'est plutôt vers une stabilité du marché de l'immobilier, une reprise. Alors, c'est un peu dû à la hausse, à la baisse des taux, pardon, euh, dont a parlé Kevin. Mais on est sur une baisse qui est quand même encore assez limitée par rapport à ce que l'on avait il y a 3 4 ans. Ça reste quand même encore des taux qui sont assez hauts et des coûts d'emprunt qui sont assez importants. Mais le marché est en train de se redynamiser. C'est ce qu'on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme retour d'expérience sur bah, ce mouvement et cette volatilité ou cette incertitude qu'on a eue sur le marché de l'immobilier? Et peut-être le retour le plus important qu'on peut vous faire, c'est attention à la liquidité de ces placements, en particulier sur les CPI. Il y a certaines valeurs de SCPI qui ont perdu de la valeur de marché. Ça, on l'a observé et c'est dû à ce qu'on vient de se dire. Mais ce qui a été compliqué, c'est que ces acteurs ont pu parfois geler les rachats et donc, du coup, créer des problématiques de liquidité. Alors, prenez des problématiques de liquidité pour ceux qui en avaient besoin. Et c'est vrai que ça a pu, ça a pu perturber un certain nombre d'acteurs sur ces problématiques-là. Alors là, on donne un exemple enfin, 4 exemples de SCPI pour lesquels le pourcentage de baisse est assez impressionnant. On a pris des SCPI qui sont gérés par la française. C'est des exemples, on aurait pu en prendre d'autres. Mais voilà, c'est pour vous présenter un peu ces différentes dégradations des valeurs de marché sur l'immobilier. Alors, ce qui est à anticiper et ce que les bonnes pratiques à mettre en avant, c'est de vérifier la valorisation, l'expertise des biens immobiliers. Ça, vous avez l'habitude, mais c'est d'autant plus importante. Et peut-être faire attention à ces phénomènes de rachat et cette liquidité que vous pouvez avoir sur le marché de l'immobilier. Tout à fait. Et après, effectivement, juste pour compléter, à mettre en perspective, on voit qu'il y a à peu près 20%, on voit du moins 20%, c'est pas, on n'est pas loin des chocs bicentenaux, des moins 25%. Et voir des fois, quand on regarde juste le marché français, on voit une volatilité peut-être moins forte. Mais c'est vrai que sur les S&P, on voit ça a quand même pris des gros chocs à la baisse. Sachant que bon, ça, globalement, c'est beaucoup d'immobilier de bureau, donc c'est quand même une catégorie bien spécifique. Mais effectivement, il y a quand même des chocs importants sur les SCPI qui ont été observés. Alors, du coup, pour faire la transition, là, du coup, on vous a présenté la partie environnement économique et financier. Et du coup, on voulait dans la partie qui arrive, vous présenter quelques évolutions des tendances qu'on a pu observer sur, du coup, l'assurance, sur la santé prév, sur la vie et la non-vie. Et donc, l'idée, c'est de vous remettre en avant les différents points qu'on a pu trouver euh, sur le marché ou vis-à-vis de nos clients. Alors sur la partie assurance santé prévoyance, les premiers retours de marché qu'on a, c'est que les acteurs, grâce à leurs politiques tarifaires passées, qui ont été adoptées suite aux différentes évolutions du type reste à charge 100% santé, Covid, etc., ben, de fil en aiguille, ce qu'on voit, c'est que les premiers atterrissages montrent un certain retour à un équilibre
sur l'année 2024, hein, mais qui ne compense pas forcément toutes les pertes, tous les déficits passés. Mais effectivement, du coup, on sent une sorte de bol d'air, hein. Par contre, effectivement, 2025 reste quand même incertain, ce qui fait que l'équilibre qui commence à se retrouver reste quand même fragile. Et donc, effectivement, 2025 est assez difficile à anticiper parce qu'effectivement, il y a eu des évolutions réglementaires, il y a eu des allers-retours, hein. Une fois, on adopte des choses, après, on les annule. Il y a aussi eu une sorte de loi de financement de la sécurité sociale qui arrivait tardivement. Il y a eu des incertitudes sur est-ce il y aura, oui ou non, la prise en charge de postes supplémentaires. Donc tout ça fait que effectivement, on est dans une année 2024 qui s'est plutôt rééquilibrée, mais effectivement beaucoup d'incertitudes sur 2025. Et donc ça, effectivement, on pousse grandement les acteurs santé Prév à poursuivre effectivement ce côté suivi technique et analyse des postes de consommation parce qu'on a effectivement des retours du type phénomène cyclique, hein. On a le fait d'avoir aujourd'hui, par exemple, des audioprothèses une fois tous les 4 ans, des lunettes une fois tous les 2 ans. Une bonne année, c'est pas forcément. C'est toujours à regarder maintenant sur du long terme. Parce que le côté cyclique fait qu'un suivi annuel n'est peut-être pas forcément significatif. Même si effectivement ça l'est quand même, hein, mais quelquefois maintenant, il faut avoir des phénomènes de lissage à regarder sur 4 ans ou 2 ans, selon bien sûr la typologie de votre portefeuille. Et aussi, il y a aussi des acteurs qui commencent à mener des réflexions sur la mise en place, par exemple, de carences ou de franchises ou je ne sais quoi. Et ce qui fait qu'on retournerait peut-être sur des modèles de contrats non responsables pour les contrats individuels, hein. Parce que ça, effectivement, ce sont des pistes de réflexion, mais c'est pas forcément effectivement ce qui est tendance, hein. Mais il y a des acteurs qui se posent des questions dans une volonté de rééquilibrer les portefeuilles et de mieux maîtriser les risques internes. Bah, effectivement, il y a des réflexions qui se posent sur ça. Ensuite, sur la partie santé préve, toujours, on a des acteurs et aussi la fédération FNMF, hein, qui met en avant le côté lutte contre la fraude. Parce qu'effectivement, alors il y a la mutualité française qui estime à 13 milliards le coût de la fraude, hein. Et donc, effectivement, il y a, même parmi nos clients, il y a des acteurs qui, aujourd'hui, orientent une politique de justement lutte contre la fraude en renforçant, par exemple, les contrôles sur les factures, les devis, ou même encore la mise en place de cellules médicales, justement, pour vérifier les devis. Et donc, effectivement, il y a des acteurs qui se mettent sur ça et aussi il y a aussi des outils de marché qui existent, hein. Donc ça, effectivement, ce sont les principales tendances. Et donc, ça, on peut vous encourager vivement aussi à vous mettre dedans si c'est pas encore le cas. Ce qui touche aussi le paysage santé-prévoyance, c'est effectivement l'entrée en vigueur de la PSC. Puisqu'effectivement, on a la protection sociale complémentaire qui entre en vigueur progressivement, hein. Donc, dès 2025, c'est pour la prévoyance et à partir de 2026, c'est la santé. Et donc, cela vient restructurer le paysage de la santé préve, hein, puisque aujourd'hui, il y a des acteurs qui se posent la question, est-ce qu'il faut se lancer ou pas dedans? C'est vrai qu'après, ça reste difficile si on ne maîtrise pas toute la partie protection sociale des agents publics, hein. Et donc, effectivement, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est qu'il y a des acteurs qui se regroupent pour pouvoir répondre aux appels d'offres émis par la fonction publique, hein. Et du coup, il y a effectivement des acteurs qui se regroupent et qui essaient de proposer une offre. Il y a des acteurs qui se posent la question, est-ce il faut multi-équiper, c'est-à-dire à la fois proposer de la prévoyance et de la santé en même temps, ou alors bien séparer prévoyance et santé. Sachant que pour la prévoyance, le marché connaît la difficulté de ne pas avoir de données
de marché justement sur le comportement des agents des fonctionnaires, hein. Et du coup, faut avoir en tête qu'il y a l'Institut des actuaires qui travaille actuellement à une sorte de construction de tas d'expériences qui pourraient faciliter le travail des services inventaires sur la définition des provisions ou même de la tarification, hein, justement pour les agents de la fonction publique. Concernant sur le marché non-vie, je te laisse la parole, Luancel. Oui, pour compléter ce que peut dire Kevin mais cette fois-ci sur le marché Yard, sur le marché non-vie, déjà c'est plutôt une bonne année. Alors bon, il y a quelques effets d'inquiétude, hein, on y verra un peu après, mais je préfère commencer par les bonnes nouvelles qui sont pas totalement dans le slide. Mais les bonnes nouvelles, c'est que c'est globalement une bonne année sur le marché de la non-vie. On a des résultats des assureurs qui sont plutôt à la hausse et ça se traduit aussi par un monde de la réassurance un peu plus facile, en tout cas des renouvellements qui ont été plus faciles cette année que ce qu'il a pu être l'année dernière où on avait connu une année extrêmement difficile en termes de renouvellement et de recherche de capacité. C'est-à-dire que les assureurs avaient du mal à placer leurs contrats. Cette année, ce n'était pas le cas. Alors, c'est une année qui est, comme les autres années précédentes, toujours marquée par ces catastrophes naturelles qui coûtent cher. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas de la sécheresse, on va être plutôt sur la pluie, sur des inondations qui ont marqué enfin, qui marquent maintenant chaque année, on est plutôt sur la fréquence cette année en termes de sinistralité. Euh, voilà, c'est un sujet important. C'est un sujet qui est important, d'autant plus que c'est un sujet un peu d'actualité, puisque vous l'avez tous mis en place dans vos contrats Yard, une majoration de la surprime CatNat à partir du 1er janvier 2025 avec des taux additionnels relatifs à la garantie catastrophe naturelle et automobile qui passent de 12 à 25%. L'idée, c'est une proposition de loi adoptée au Sénat en octobre 2024, où on va essayer de regarder et d'assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles avec un mécanisme de revalorisation automatique des taux de surprime qui sera mis en place. La prochaine réévaluation va être en 2027 en fonction du coup de l'équilibre technique du régime. Donc on est sur quelque chose de dynamique, sur une tendance et l'État veut suivre cette tendance en ayant la possibilité elle-même de modifier, d'ajuster la surprime qu'elle peut mettre sur ces contrats-là. Je pense que c'est un moment c'est une chose importante et qu'il faut bien voilà, une tendance, une évolution de marché sur comment on va gérer ces catastrophes naturelles. Évidemment, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça vaudrait le coup peut-être de faire un webinaire sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, les augmentations, les impacts prévisibles en termes de solvabilité 2, ça va être une augmentation des primes de risque pour le SCR, puisqu'en fait, le chiffre d'affaires va augmenter mécaniquement avec ces revalorisations. Et donc, du coup, on va avoir plus de bases dans le SCR de souscription. C'est à atténuer en fonction des niveaux de réassurance où les taux de rétention peuvent être similaires d'une année sur l'autre en fonction des traités proportionnels et non proportionnels. Donc, c'est à mettre en perspective. Oui, là effectivement sur l'idée c'est de dire que comme le taux est passé de 12 à 20% et que le traité non proportionnel s'applique sur la base des cotisations, donc c'est 200% des cotisations, comme les cotisations augmentent, ça voudrait dire que le non proportionnel de la CatNat s'appliquerait plus tard, mais en fait justement ils ont baissé les rétentions pour justement que ce soit équivalent et du coup, normalement, ça n'aura pas tant d'impact que ça sur le SR4 non-vie. Voilà, c'était ça le point. Sur la partie... Ah oui, non, pardon, c'est encore à toi, Lionel. Non, mais très rapidement, tout ce qu'on vient de se dire, ce sont des points d'attention, d'évolution de marché qui vont se répercuter sur les hypothèses de vos best estimate de primes, parce qu'on a parlé d'évolution de couverture de réassurance, de CatNat, on a parlé de PSC qui va jouer sur votre chiffre d'affaires. Donc,
toutes ces évolutions seront à prendre dans votre best estimate de prime. On parle aussi de ratio combiné. On rappelle qu'on préconise de prendre votre ratio combiné dans le cadre projeté dans le cadre de l'ORSA plutôt que de prendre la moyenne sur les dernières années parce que c'est plus cohérent et plus propre de la réalité sur 2025 sur lequel on a cette incertitude avec une bonne année 2024, peut-être pas la même chose attendue sur 2025. En ce qui concerne la baisse estimée de sinistres non vie, c'est un petit peu la même chose, c'est de vous dire attention aux hypothèses que vous allez prendre, principalement sur le choix des coefficients de développement que vous pouvez avoir avec les cassures et les rattrapages qui peuvent être observés. Et évidemment, l'intégration de l'inflation future qui a été mise en place dans vos modèles de baisse estimée de sinistres, est-ce qu'il faut le maintenir ou est-ce qu'il faut les modifier? Ça, c'est des choses sur lesquelles on vous invite à réfléchir et à mettre en point d'attention sur cette année 2025. Tout à fait. Il faut bien adapter, réadapter les modèles, réadapter les hypothèses et bien les justifier aussi parce que c'est aussi une attente de la CPR hein, sur ces points-là et aussi de la fonction actuarielle notamment qui sont attendus justement sur la justification de toutes ces hypothèses et aussi leur validation hein, auprès des directions ou des instances gouvernantes. Du coup, sur le dernier volet, c'est l'assurance vie épargne. Ce qu'on a pu observer sur le marché, et c'est France Assureur qui le met en avant, hein, c'est qu'effectivement, on est sur des tendances très haussières. À fin novembre 2024, il y avait une collecte nette de plus de 28,2 milliards hein, entre janvier et novembre 2024, contre 2,2 milliards sur la même période en 2023. Ce qui fait qu'effectivement, on voit l'intérêt croissant de l'assurance vie épargne qu'ont pu avoir les Français. Et ça peut s'expliquer par le contexte financier qu'on vous a présenté avant, hein. Il y a eu un regain il y a eu un regain d'intérêt vers les produits financiers qui rapportent un peu plus et aussi du fait qu'il y a une sorte de tendance de baisse des taux hein, par rapport à il y a un an, ben, peut-être que les Français sont peut-être moins intéressés par les fonds euros. D'ailleurs, par rapport aux fonds euros, on a pu voir aussi sur le marché qu'il y a eu des acteurs qui ont vraiment voulu redynamiser la partie fonds euros, justement en proposant des taux boostés, par exemple, il y a des taux, des bonus, hein, si vous versez un certain montant sur vos fonds euros avec une partie en UC, etc. Donc, il y a eu des acteurs qui ont essayé quand même d'encourager les Français à investir sur les fonds euros mais bien sûr avec aussi un souhait d'investissement sur les fonds en UC. Donc à fin novembre 2024, il faut avoir en tête il y avait à peu près 2000 milliards d'encours hein, sur tous les produits d'assurance vie. En parallèle, sur la partie épargne retraite, donc c'est un produit qui est entré en vigueur, il me semble que c'était 2019 ou bon, vers ces dates-là, on voit que le produit a aussi évolué à la hausse hein, en termes de collecte. On a eu sur les 11 premiers mois à peu près 7,4 milliards d'euros de collecte nette, soit à peu près 21% de progression par rapport aux 11 premiers mois de 2023. Et il y a à peu près 90 milliards d'encours sur les PER. Donc, par rapport à toute cette partie assurance vie, épargne, plus précisément sur les fonds euros, euh, sur 2024, on a les premiers taux de rendement qui sont publiés, hein. Ils stagnent autour de 2,5%, 3%, voire un peu plus selon les acteurs. Euh, il y en a qui peuvent être assez déçus par rapport à ces taux parce qu'effectivement, on voit qu'il y a un livret A qui est rémunéré à 3% jusqu'en janvier, hein. Mais après, on peut se dire que finalement, comme on est dans des fonds euros, il y a aussi le côté politique et pilotage justement de la PB. Il y a eu un effet où, comme l'année passée, les taux étaient hauts et par contre le stock était avec des taux de rémunération assez bas. Ils ont puisé dans la PB pour justement essayer de délivrer des taux qui étaient corrects par rapport à la remontée des taux, ce qui fait que finalement, ce stock
il se pilote. On peut pas prendre trop une année et reprendre encore une année consécutive. Donc, il y a des phénomènes de lissage qui se créent, ce qui fait qu'effectivement, on a des taux assez, qu'on peut trouver assez bas par rapport au livret A, mais effectivement, ça anticipe aussi des baisses des taux qui arrivent, hein, et donc on peut pas non plus consommer toute la PB, le stock de PB qui est en cours. Donc, par rapport à l'assurance vie, là, toujours d'un point de vue technique, dans les modélisations, hein, effectivement, il faut toujours veiller au bon fondement et à la bonne justification des hypothèses et du fait que effectivement, on est sur des pilotages de politique de redistribution de PB au regard aussi des taux futurs anticipés, bah, effectivement, il faut faire attention à bien justifier bah, la politique de distribution de PB. Il faut bien justifier aussi ce qu'on implémente dans les modèles, hein, les modèles ALM qu'on utilise après pour évaluer les provisions. Et donc, effectivement, ça, c'était même un point de la CPR de l'année dernière, hein, de vérifier justement bah, le bon fonctionnement de tout cet aspect-là et de tout le process finalement dans la distribution de PB. Et pareil, sur la partie loi de rachat, du fait on se retrouve dans des situations où on distribue un peu moins que potentiellement des taux de livret A ou qu'il y ait des gros phénomènes de volatilité d'un acteur à un autre sur la distribution des PB, bah, il y a peut-être la loi de rachat qu'il faut bien regarder si, par exemple, notre expérience se produit comme ce qui est modélisé dans les tables, on va dire, réglementaires les lois réglementaires, ou alors si on bat la loi, etc. Et ça va permettre peut-être de connaître notre sensibilité réelle du portefeuille par rapport à ce qu'on utilise comme loi théorique. D'accord? Donc ça, effectivement, ça peut être des points à étudier lorsqu'on est sur des problématiques assurance vie épargne. OK. Du coup, on a terminé la partie contexte de l'environnement assurantiel. Là, on voulait vous aborder du coup les principales évolutions réglementaires qu'on a pu observer par rapport aux dernières publications, que ce soit de la CPR, de l'EIOPA ou même du gouvernement français. Et donc ça, on va vous parler de DORA, de nouvelles notices ACPR, de taxonomie. Donc ça, je vais commencer à laisser la parole à lui en SEM pour vous parler de DORA. Alors Dora, maintenant tout le monde a entendu parler, c'est entré en vigueur le 17 janvier 2025 avec pour objectif la protection du secteur financier, banque et assureur contre le risque lié aux technologies de l'information et de la communication en garantissant la continuité de service face aux cyberattaques et aux incidents technologiques. Alors c'est une grande définition pour expliquer que l'objectif c'est qu'il y ait on soit prémuni, ou en tout cas on ait une forme de réponse face aux risques systémiques que peuvent représenter les cyberattaques. Et cette directive, elle arrive à point nommé. Alors elle arrive peut-être un peu tard, hein, parce qu'on a déjà tous mis en place des protections de sécurité informatique, en tout cas sur le marché de l'assurance. Peut-être le côté vertueux est sur tous les petits acteurs, tous les petits prestataires que vous pouvez utiliser qui sont peut-être moins structurés sur ces problématiques-là. Et Dora va venir eh bien, coordonner un petit peu cette montée en gestion du risque de cyberattaque pour les acteurs du monde de l'assurance, mais aussi leurs prestataires. Alors, cette directive, elle nécessiterait de faire un webinaire. D'ailleurs, on a fait un webinaire sur le sujet il me semble que c'était au mois de mai dernier. Je vous invite à aller le revoir ou le voir si vous ne l'avez pas vu. Il est encore un peu d'actualité, même si on a des éléments qui sont arrivés depuis avec une notice ACPR qui est sortie le 18 décembre 2024, dans lequel on a un certain nombre de documentation et de livrables qui sont à produire, mais ça reprend bien les principaux axes de cette directive, ils sont cinq, et qu'on rappelle ici avec la gestion des risques. Ce qu'on expliquait et ce qu'on redit là, c'est que l'on a
Je vois qu'il y a des mains qui sont levées Ouais, et il y a des questions. Il faudra qu'on prenne le temps, pardon, Kevin, de poser aux questions. Excusez-moi, j'ai été perturbé dans ma présentation, mais n'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat. On va y répondre. On va y répondre à la fin de cette partie si ça vous convient. oui. Mais au contraire, surtout posez vos questions. Donc, Et on répondra à tout à la fin. N'hésitez pas à le mettre au fur et à mesure. On essaiera de répondre à toutes les questions. Oui. Pardon. alors, Vas-y. non, non, mais c'était voilà, pour reprendre un peu ces axes de Dora, on a la gestion des risques qui est un secteur, ça ressemble un petit peu à Solvabilité 2, hein. On va prendre le problématique comme un risque, c'est un risque de cyberattaque, d'incident technologique, et donc du coup, il faut mettre en place un process pour identifier, pour gérer, pour réduire les risques. On va s'appuyer sur ce qui est déjà fait sous Solvabilité 2, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a l'habitude. Mais on va rajouter un certain nombre de choses. On va rajouter des tests de résilience numérique. Ça, on avait aussi l'habitude de les faire, mais là, on va essayer de les rendre plus fréquents et plus complets, avec des exigences qui sont demandées sur ces thèmes-là. Une surveillance des tiers critiques, c'est ce que je vous dis. On met en place un contrôle renforcé sur les prestataires de services numériques essentiels. Les prestataires deviennent une source de fragilité des technologies de l'information et de la communication. Et donc, du coup, le régulateur accentue en disant qu'il faut bien surveiller, contrôler tous ces différents prestataires que vous pouvez avoir. Et ensuite, on est sur ce mécanisme de coordination et de supervision que vous pouvez avoir, coordination face à ce risque-là, face à ces risques et face à ces incidents. L'idée, c'est qu'on évite le risque systémique et donc on ait une remontée des incidents qui soient faits vis-à-vis des régulateurs. Dans le webinaire qu'on avait pu faire, on avait identifié un certain nombre de livrables qui étaient attendus, qui pourraient être faits dans le cadre de Dora. C'est un peu les mêmes que ce que vous retrouverez dans la notice ACPR, avec tout d'abord un gap analysis. Alors ça, il n'y a pas dans la notice ACPR, mais nous, on vous conseille en tant que démarche pour pouvoir répondre à la problématique Dora, de d'abord faire une analyse d'écart entre ce que vous faites déjà et ce qui est à faire dans le cadre de cette directive, parce que vous vous rendrez compte que en fait, vous faites déjà quand même pas mal de choses en tant qu'organisme d'assurance. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez aller plus loin, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous ne partez pas de zéro. Et ensuite, toutes les thématiques de la résilience numérique sont répondues par ces livrables. En tout cas, nous, on pense que les livrables permettent d'y répondre avec une formalisation, une classification des fonctions et des processus critiques, une cartographie des risques IT, les PCA et les PCI, le plan de continuité informatique et le plan de continuité d'activité qui sont rédigés et qui vont être des livrables attendus dans cette résilience numérique. Le plan de test aussi, qui est un élément pour garantir la résilience numérique. Le registre des prestataires critiques et le dispositif de reporting des incidents qui sont à mettre en place. Il me semble que j'ai rien oublié par rapport aux différents livrables que nous, on avait identifiés et qu'on présente dans l'ancien webinaire. Alors, si on rentre d'un point de vue un peu plus pratique et on regarde les communications de la CPR a mis à jour son système d'information afin de permettre les télétransmissions liées au DORA. Donc, on a trois déclarations à faire, un registre d'informations, une déclaration des incidents et les cybermenaces. Euh, le, le registre, enfin les déclarations d'incidents et les cybermenaces sont à rendre au fil de l'eau. C'est-à-dire que lorsque l'on a des incidents, lorsque l'on a des menaces, eh bien, on doit les remonter vis-à-vis du régulateur. Donc ça c'est en place et c'est une date de référence du 31/12/2025, mais c'est une déclaration au fil de l'eau. Ce qui est plus important d'avoir en tête, c'est la déclaration du registre d'information qui est à faire pour le 15 avril 2025 dans lequel ça ressemble un peu à un QRT. Donc, vous allez potentiellement la possibilité d'avoir le template par votre éditeur de QRT ou d'XBRL
que vous avez l'habitude de prendre, dans lequel il y a ce template. Les thèmes qui sont abordés dans ce template, ils sont prévus juste après. Ils sont présentés juste après. Donc, on va avoir, je sais pas si c'est, oui, le nom des entités qui répondent, ça, on a l'habitude, mais les accords contractuels qui sont mis sur les prestataires de services TIC et toutes les relations qu'on peut avoir, le nom des prestataires pour lesquels un accord contractuel est mis en place. Et donc, vraiment, c'est plus un registre d'informations des différents acteurs, des entités qui répondent et des prestataires qui sont concernés comme fournissant des services TIC. L'idée, c'est d'avoir un peu une photo du marché pour le régulateur. Tout à Donc, fait. c'est cette euh, réponse qui est à faire pour mi-avril, en plus des différents éléments. Ouais, donc effectivement, c'est un point d'attention à voir. Il y a une date supplémentaire, c'est le 15 avril 2024 où il faut remettre quelque chose sur OneGate. Et attention, peut-être d'un point de vue pratique, il faut veiller à être bien équipé justement pour pouvoir produire un code ou la remise hein, au régulateur. Et donc ça, effectivement, comme le disait l'UNSM, il faut peut-être se rapprocher de l'éditeur XBRL pour voir si effectivement on a bien tout ce qu'il faut pour pouvoir remettre quelque chose d'ici le 15 avril 2025. Donc ça, il faut pas l'oublier, cette date-là. Sinon, après, effectivement, concernant la CPR, pardon. Concernant la CPR, effectivement, il y a eu un programme de travail qui a été publié et des notices qui ont été publiées. Sur le programme de travail, je te laisserai présenter tout à l'heure l'UNSEM. Et après, effectivement, sur les notices, il y a eu comme le disait l'UNSEM, il y a eu une notice qui est sortie en lien avec Dora. Et donc ça, effectivement, je vous invite à aller le voir. Et effectivement, pour la partie rapport narratif, il y a aussi une notice qui présente les différents éléments à faire attention au niveau des rapports narratifs. Et donc là, je fais c'est en lien avec une question, c'est pour ça que j'ai pris la main dessus. C'est qu'effectivement, dans les notices, on vous demande déjà d'intégrer des éléments sur Dora dans le RSR dès cette année. Donc ça, il faudra bien l'intégrer, mais j'en parlerai après. Là, je laisse peut-être la parole à Luancien pour présenter les axes de travail de la CPR. Oui, alors, non, mais là, on voulait juste mettre en exergue et en avant les axes du travail de la CPR qui ont été publiés sur leur site. D'ailleurs, leur nouveau site, hein, je ne sais pas si vous êtes allé voir récemment, mais ils ont changé le design du site. C'est sympa, ça fait un peu plus moderne. Euh, ça vaut le coup de s'y balader. Alors, ça vaut le coup de s'y perdre, parce que moi, j'avais quelques réflexes et quelques habitudes et je les retrouve plus totalement. Donc, je me perds un peu sur ce site, mais au moins, il est un peu plus fluide et un peu plus beau. En dehors de l'aspect esthétique, ils remettent un peu plus de contenu aussi sur leurs actes de travail. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps parce que on a beaucoup de sujets à voir, mais l'idée, c'est de dire que ils sont vraiment là pour rappeler qu'ils vont surveiller l'évolution des risques pour assurer la solidité du secteur financier dans un environnement politique économique et financier incertain. Ça, ils le mettent en avant. Il nous met deux axes sur lesquels il risque de poser des questions, s'interroger. C'est pour ceux qui ont un écart entre la duration des actifs et du passif, comment c'est géré avec cette fluctuation des taux. Et il donne deux secteurs d'activité sur lesquels ils vont avoir une attention un peu plus particulière. C'est le secteur d'activité de la construction et de l'assurance crédit, sur lequel ils nous disent que ça va être, face aux évolutions et face au marché actuel, deux secteurs d'activité sur lesquels ils vont avoir une attention particulière. Le deuxième axe, c'est la simplification. C'est un gros travail qu'ils essaient de faire. L'idée aussi, c'est de se dire que peut-être que l'intelligence artificielle peut les aider à utiliser des revues, des contrôles un peu plus macro
et en tout cas de s'équiper d'outils de supervision et des méthodes de contrôle pour demain. Et ça va être leur gros travail, c'est de peut-être faire évoluer leur capacité de contrôle sans que ce soit si contraignant pour chacun des acteurs. Ça, on le souhaite tous, j'imagine, mais ça fait partie des axes de travail de la CPR. Troisième axe, c'est l'accompagnement du secteur. Enfin, c'est accompagner le secteur et réduire les vulnérabilités sectorielles de manière proactive. Euh, bon, là, l'idée, c'est d'être. On est sur un contexte de digitalisation croissant et donc il faut faire attention aux échanges et remettre en avant cette transformation numérique qui était déjà faite, mais qui est encore en mouvement avec l'intelligence artificielle et pour lequel il y aura cette priorité qui sera faite. Dora est une des réponses qui mettent en avant en disant que ça va être un des travaux de l'année. Le dernier axe, c'est de renforcer la supervision des risques et des dispositifs SCBFT. Alors là, il cite des produits qui seraient peut-être sans valeur ajoutée. Ça, c'est intéressant en disant, attention, on va regarder si eh bien, la protection des particuliers est vraiment adéquate et ils vont regarder pour certains contrats d'assurance vie le rapport qualité-prix pour savoir si c'est vraiment intéressant. Et il parle aussi de l'assurance affinitaire pour lequel il préconise que l'on soit bien en capacité de démontrer la valeur ajoutée de ces produits-là. Et dernier point, c'est un focus sur le dispositif SCBFT qui sera mis en œuvre pour les acteurs qui seront les plus concernés, c'est-à-dire les acteurs d'assurance vie. Oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, par rapport à ces deux points, à ces points, effectivement, comme je l'expliquais, la CPR avait publié deux notices. Les deux, alors, on va faire un focus plutôt sur les notices RSR, SFCR. La notice DORA, on va pas en parler forcément. Alors, sur la partie SFCR et RSR, je dirais que les notices avaient vocation à être plus dans le sens, voici ce qui manque par rapport à l'expérience passée. Et du coup, ils ont voulu réinsister sur des points qu'ils n'ont pas forcément vus dans les rapports. Et donc, parmi ces points, effectivement, sur la partie bon, SFCR, hein, après, après, vous pouvez aller reparcourir les notices. Mais sur la partie activité-résultat, effectivement, ils expliquaient que, il manquait souvent des données, il manquait souvent des données, par exemple, pardon, donc, comparaisons, pardon, NN-1 ou encore même la vision brute ou nette de réassurance. Donc ça, un conseil à faire, c'est effectivement d'aller lire la notice, voir les différents points d'attention et cocher si tout est bien fait ou pas. Et si c'est pas le cas, effectivement, il faudrait l'ajouter. Et donc, effectivement, sur les autres points, ben, on voit surtout, par exemple, nécessité de communiquer sur la gestion active-passif, sur cette fameuse partie où il faut justifier les méthodologies et les hypothèses, hein, sur quoi on a insisté avant. Potentiellement aussi mettre des éléments sur les sensibilités par rapport au taux d'intérêt. Ça, effectivement, c'est des points qui sont d'autant plus sensibles aujourd'hui, puisqu'effectivement, ça peut avoir des impacts non significatifs, enfin significatifs, pardon, sur les structures de bilan ou même sur les risques vis-à-vis du portefeuille. Et effectivement, il y a pas mal de justifications sur lesquelles finalement la CPR a insisté. Sur la partie RSR, il y a le même style de remarque, hein, du style il faut rajouter ça comme conformément à la réglementation, il faut préciser des stratégies, etc. Mais par contre, effectivement, une nouveauté, c'est préciser l'identité, par exemple, de la fonction de contrôle du cadre de gestion des risques liés au TIC, et effectivement, mise en évidence des modifications dans ce cadre. Donc là, c'est en lien avec la question des questions que je vois apparaître, c'est effectivement, on vous demande d'intégrer maintenant DORA, donc gestion du risque lié au TIC, hein, dans le contexte du système de gouvernance. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que DORA, finalement,
on vous demande de l'intégrer dans le système de gestion des risques. Donc ça devient cohérent de l'ajouter finalement on vous demande finalement d'ajouter une nouvelle branche dans votre système de gestion de risque. Il y avait souscription, provisionnement, réassurance, gestion actif-passif, liquidité, investissement, tout ça. Et maintenant, tout ce qui est TIC, donc gestion des systèmes de sécurité d'information liés aux technologies d'information, fait partie d'une nouvelle branche. Donc ça, on vous demande de l'intégrer naturellement, comme si ça faisait partie du coup d'un autre point de la gestion des risques. Et dans ce contexte-là, effectivement, il faut l'intégrer et même l'intégrer même dans vos politiques de gestion des risques. Et donc ça, effectivement, ben, on vous demande de l'ajouter dans le rapport narratif en tant que tel. Et donc, effectivement, sur les autres aspects, hein, gestion du capital, calcul de SCR et tout ce qui est GSE, on vous demande de rajouter des spécifications concernant les méthodologies et la justification des hypothèses. Donc ça, effectivement, c'est un petit focus sur les deux notices. Ensuite, sur une partie plutôt pragmatique sur la remise des QRT. Bon, il y a eu une nouvelle taxonomie qui s'appelle 2.8.2 qui est où il n'y a pas forcément eu d'évolution majeure par rapport à la taxonomie 2.8.0 de l'année dernière. Sauf qu'il faut avoir en tête que le 2.8.0 avait embarqué pas mal de nouveaux contrôles. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à nos retours de marché, on a vu pas mal d'acteurs qui ont quand même renforcé toute la partie procédure de production d'informations, hein. Donc, les acteurs ont commencé à bien chercher à automatiser, à mettre en amont les différents contrôles taxonomiques, hein, pour pas attendre de passer sous l'éditeur pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc, ils ont essayé d'anticiper, de faire des liens, hein, une sorte de mapping entre les différentes étapes pour justement anticiper quels états doivent être, enfin, quelles données doivent être égales. Et du coup, il y a cette histoire de mapping qui a été fait. Surtout quand il y a plusieurs services qui contribuent, hein, à l'élaboration des différents QRT, ben, on peut avoir des mismatchs, donc des incohérences qui font perdre du temps finalement lorsqu'on fait les reporting. Donc il y a eu un véritable souhait sur l'optimisation des process. Et ça, d'autant plus qu'on on sait que dans le futur, il y aura sûrement des audits, enfin, il y aura des audits, de l'audit externe sur la production des chiffres. Donc, le fait d'embarquer dès aujourd'hui plus de contrôle, la mise en place d'une documentation plus élaborée et aussi ben, une fiabilité finalement des informations, ben, normalement, c'est dès maintenant qu'il faut le faire comme ça. Normalement, sur les prochaines remises, ce sera plus facile et il y aura de l'économie de temps aussi sur les contrôles à passer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les tendances de marché qu'on voit. C'est qu'il y a quand même un souhait de renforcer toute cette partie communication, enfin, production d'informations à communiquer à la CPR. Un autre point d'attention, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la CPR a communiqué sur normalement qu'il y aura l'arrêt de l'obligation de signature électronique. Donc ça c'est à partir uniquement du 1er juillet 2025. Donc attention, il faut encore bien tout signer pour la remise qui arrive. Mais théoriquement il y aura la fin de l'obligation de signature. Par contre attention, il faut bien toujours avoir l'accréditation, hein, pour pouvoir remettre des éléments. C'est juste qu'il n'y aura pas forcément besoin maintenant d'avoir d'outils de signature électronique ni de certificat de signature électronique pour pouvoir remettre à la CPR. Donc ça, effectivement, il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est plutôt dans une perspective de simplifier les choses que, il y a eu ce souhait d'arrêt. OK? Alors, un autre point QRT qu'on voulait aborder avec vous, c'est effectivement l'année passée, bah, il y a eu un nouveau QRT qui s'appelait le S0604 qui parlait des indicateurs liés au changement climatique, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont posés des questions finalement, et c'est en lien aussi avec ce qu'on va voir après sur la partie durabilité. En gros, il y avait un QRT qui demandait des indicateurs clés de performance, donc des KPI, sur la partie risque transition, risque physique. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y avait pas forcément de méthodologie, c'était vraiment interne, et donc effectivement, il n'y avait pas forcément... Enfin, il y a des acteurs qui se sont posés beaucoup de questions sur comment faire ça. Euh, donc, nous, ce qu'on préconise, hein, c'est effectivement ben, d'avoir une méthode qui soit cohérente avec les pratiques internes, s'il y en a,
Et point important, c'est que là, on parle d'indicateurs clés que sur la partie investissement. Parce qu'effectivement, quand on va aborder après la partie CSRD, durabilité, on peut avoir des indicateurs, mais qui concernent vraiment tout l'entreprise, pas que la partie investissement. Et ce qui est attendu sur S2, sur les QRT, c'est que sur la partie placement. Et point d'attention, c'est que quand on lit les notices, quand on lit risque de transition, ce qui est écrit dans les petites lignes, hein, c'est qu'il y ait une cohérence attendue avec les codes NAS. Donc les codes NAS, ce sont les secteurs d'émetteurs, hein, donc ça, il faut regarder ce que vous avez mis dans votre liste détaillée des placements dans le S0602. Et donc, faut vérifier la cohérence d'indicateurs que vous allez créer versus ce que vous avez mis dans le S0602. Et de la même manière, quand on parle de risque physique, on vous demande qu'il y ait une cohérence avec les lieux géographiques de l'ensemble de vos biens immobiliers. Donc là, pareil, ben, il faut essayer de mettre en place une sorte de méthodologie qui embarque bien ces indicateurs et qui permettent d'avoir une sorte de cohérence avec le S0602. Donc, nous, actuellement, on a essayé de développer en interne une sorte de méthode qui fonctionne. Mais comme c'est pas une méthode forcément officielle, bah ça peut toujours effectivement se discuter. Et ça, effectivement, si jamais vous n'avez pas forcément de méthode encore, on peut essayer de voir ensemble, effectivement, si la méthode est adaptée ou pas à votre propre organisation interne. Ça, après, si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, ça, effectivement, c'était les différents points qu'on pouvait avoir sur la partie communication. Sur la partie prochaine collecte, effectivement, ben, là, on va plutôt évoquer les éléments qui peuvent potentiellement affecter la remise plutôt de l'année prochaine. Et donc, effectivement, vaut mieux avoir en tête les éléments dès aujourd'hui pour s'y préparer plutôt que de se faire surprendre finalement sur ces points-là. Donc, dans cette partie-là, vous parler de la clause de revoyure, hein. Je pense que ça, c'est plus un secret. Et effectivement, la partie CSRD, parce que les premières remises, si vous êtes assujetti, démarrent dès l'année prochaine. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant. Donc, Luansem, je te laisse la parole pour commencer à parler Oui, de la clause de revoyure. oui, alors je pourrais en parler. Alors je vois qu'il y a énormément de questions et je vous en remercie. Alors j'ai commencé à en répondre à certaines. Je vais laisser aussi euh, Kevin répondre à certaines. Il est par exemple demandé de rappeler les dates de publication des notices. Il me semble que si tu peux revenir peut-être sur le C'était le slide. 17 décembre, je sais pas Oui, si. c'est ça, c'est ce que j'avais en tête, mais je ne voulais pas dire de 17 ou bêtises. Mais 18, ouais. 17 ou 18 décembre. Et il y a un échange qui a été fait et qui est aussi important. Et je le dis très rapidement, peut-être trop rapidement, si tu remontes un petit peu au-dessus, sur le site de Dora, où j'explique qu'aucune signature électronique n'est exigée pour transmettre pour transmettre les remises de Dora. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se faire puisque on est sur un arrêt des signatures électroniques ou des certificats électroniques pour les remises à partir du 1er juillet 2025. Et a priori, alors je ne l'ai pas vu passer et je m'en excuse, mais il y aurait une note qui serait publiée hier concernant ce sujet-là en expliquant que c'est bien officiel. Moi, je l'avais, on le savait, mais j'avais pas vu que c'était publié. Alors, c'est écrit avant-hier dans le commentaire. Ça, c'est important. Et les déclarations. Alors, ça, c'est quelque chose de plus de commun sur le marché. Et c'était repris dans le commentaire en expliquant que aujourd'hui, il y a des réflexions sur le marché où on laisse à penser que le devoir de reporting sur le CSRD serait potentiellement abrogé. On entend aussi, on pense que ce ne sera pas abrogé, ce sera plutôt réduit, même si on a vu que M. Séjourné a fait une déclaration un peu choc sur le sujet, mais on pense qu'il y aura probablement enfin, une simplification, mais pas une annulation de ces remises et ce reporting CSRD. Donc, on vous invite à continuer à travailler dessus.
Ah bah voilà, je vois que sur les questions-réponses, je ne sais pas si vous avez tous accès à ça, mais le lien a été mis. Je l'avais juste pas vu passer. Euh, donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire en préambule de certaines questions qui ont été faites. Je pense que Kevin, je te laisse aussi répondre Pardon. en même temps. Et Ouais. si ça te va, je passe sur la clause de revoyure. Alors, c'est quelque chose d'attendu. Enfin, ça a été publié le 8 janvier 2025. Ça y est, ça a pris du temps parce qu'on a eu le Covid, on a eu pas mal de choses qui ont fait que les élections européennes, qui ont fait que ça a pris plus de temps que prévu. Ce qui a décalé du coup la mise en application, hein, puisque maintenant on est sur une application en 2027. Donc on a encore un peu le temps, mais on a cette clause de revoyure alors, ce n'est pas un beau nom, hein, mais c'est une clause de mise à jour de la directive Solvabilité 2 qui vient modifier les seuils d'application en vigueur. C'est-à-dire que les mutuelles qui avaient entre 5 et 15 millions de chiffre d'affaires ne seront plus soumis à Solvabilité 2. On n'a pas d'informations et on n'a pas d'éléments sur ce qui a été, ce qui en sera pour les acteurs qui seront maintenant soumis sous solvabilité 1. Est-ce qu'ils vont avoir des exigences complémentaires, différentes, ajustées? Ça, on n'en sait pas plus. On a un peu de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on incite les organismes qui étaient soumis à solvabilité 2 à maintenir un certain nombre euh, de travaux, de systèmes de gestion des risques, et évidemment à les réduire pour certains, mais à en maintenir d'autres, parce qu'il il y a un côté vertueux dans ce système de gestion des risques, et c'est toujours intéressant de le maintenir. Alors, les autres évolutions de la clause de revoyure, il y a d'abord des évolutions techniques. On va modifier le sous-module de risque de taux d'intérêt pour inclure les taux extrêmement faibles et négatifs. Ça, c'est un sujet qui est amusant parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de ce sujet-là, d'autant plus qu'à un moment donné, les IOPA étaient négatives, enfin, présentaient des taux négatifs, ce qui n'est plus le cas maintenant, hein, c'est avec la présentation qu'a fait Kevin. Et quand on faisait un choc à la baisse, eh bien, il n'y avait pas de taux encore plus bas que les taux négatifs. Donc, en fait, il n'y avait pas de choc à la baisse, entre guillemets, dans le SCR de taux. Et là, maintenant, il va y avoir des chocs à la baisse. Alors, c'était quelque chose qui embêtait vraiment les IOPA, le régulateur de la CPR, parce que les impacts sur le marché étaient énormes. Lorsqu'on était dans un environnement de taux bas, de taux même négatif, eh bien, de permettre que les taux soient encore plus bas, eh bien, l'impact en termes d'exigence de capital pour le marché de l'assurance était vraiment, vraiment très important. Le fait que ça a pris du temps, ça a été plutôt un avantage parce que maintenant que les taux ont remonté, eh bien, l'impact il est plus faible. Et donc, c'est presque plus intéressant de le faire maintenant. On va avoir d'autres petits changements, comme l'effet Dampner, dans lequel la formule va légèrement évoluer, le coût du capital, dans lequel la formule va légèrement évoluer. On va avoir une diminution de ce coût du capital. Ça a un impact à peu près, on a fait le calcul pour quelques acteurs, entre 1 et 2 points, ce coût du capital qui vient être réduit, 1 et 2 points de solvabilité. Donc, ce n'est pas des changements très forts. Il y a une autre évolution technique, c'est l'intégration ou plutôt la mise en exergue du risque de liquidité avec l'élaboration et l'alimentation d'un plan de gestion du risque de liquidité qui sera à mettre en place. Et d'autres éléments techniques ont été intégrés. Par exemple, eh bien, maintenant, on a un choc pour les crypto-monnaies. Je ne sais pas s'il y en a qui sont férus de ces actifs, bon, qui est assez dissuasif hein, comme choc, puisque 100% de la valeur est choquée en SCR, mais ça reste une possibilité maintenant de pouvoir investir sur ces actifs. Il y a quelques éléments liés à la gouvernance qui sont mis en place, l'intégration du risque de durabilité des risques émergents, mais on en reparlera enfin, Kevin en a un petit peu parlé aussi, mais qui seront intégrés dans le contrôle prudentiel, mais c'est déjà le cas puisqu'ils sont intégrés dans les éléments de rapport. Euh, donc voilà, c'est cette idée sur les éléments techniques. Ensuite, on a quelques évolutions de simplification plus globales
Kevin. Pardon. Ouais. Euh, sur les rapports et la communication d'informations, la fréquence déjà, ou plutôt le délai pour pouvoir produire les rapports a été rallongé. Donc on aura en 2027, hein, donc on ne dit pas maintenant, mais 2 semaines de plus pour pouvoir produire les rapports, ce qui est toujours une bonne nouvelle, et 2 semaines de plus pour faire le RSR. C'est-à-dire qu'on aura 2 semaines de plus pour le SFCR, plus 2 semaines pour le RSR. Ça veut dire que pour le RSR, on a un mois de plus, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, donc ça, on est sur une simplification. On va avoir aussi quelques simplifications sur les publications avec l'ajout des corrections, ou enfin l'ajout d'un certain nombre d'éléments et des simplifications pour les captives qui vont bénéficier d'exemptions de publication. Un des éléments importants qui est à mettre en exergue sur la clause de revoyure, c'est l'audit du rapport qui sera exigé pour les entreprises. Pardon, un audit des rapports qui devra être fait pour le bilan prudentiel. C'est-à-dire que l'on va devoir avoir un cabinet d'audit qui va devoir certifier le bilan prudentiel. Et ça c'est quelque chose d'assez important. Même assez structurant, puisque en fait, ils sont un niveau d'exigence qui est assez fort. On a eu une incertitude de savoir qui allait auditer ces fameux rapports. A priori, ce sera plutôt les commissaires aux comptes qui vont devoir certifier, valider les bilans prudentiels dans le cadre de cette clause de revoyure. En revanche, il y a une nouvelle notion, et ça va intéresser certains organismes. Il y a une nouvelle notion qu'on va appeler des organismes qui pourront prétendre un statut d'entreprise de petite taille et non complexe. Alors, on va avoir quelques simplifications qui seront possibles lorsque l'on est une entreprise de petite taille et non complexe. Par exemple, le RSR, ce sera plus tous les 3 ans, mais ce sera tous les 5 ans. Euh, les politiques écrites, ce sera pas tous les ans à faire valider, mais ce sera tous les 5 ans. L'ORSA, ce ne sera pas tous les ans, mais ce sera tous les 2 ans. Le SFCR, ce ne sera pas tous les ans, mais tous les 3 ans. Et on est exempté d'obligation d'audit. Et on peut potentiellement faire appel à un cumul de fonctions clés. Donc on voit que les enjeux sont assez forts, l'intérêt est assez fort d'être une entreprise de petite taille et non complexe. Alors pour pouvoir être une entreprise de petite taille et non complexe et pouvoir bénéficier de ces exonérations, enfin de ces simplifications, ces allègements, il faut respecter les critères qui sont présentés par la suite. Alors, le tableau présente trois colonnes pour les entreprises vie, pour les entreprises non-vie et pour les entreprises mixtes. Pour les entreprises, on va commencer peut-être par les entreprises non-vie. Il faut que le ratio combiné non-vie net des 3 dernières années soit inférieur à 100%. Donc, il faut être rentable. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est quand même un peu important et qui est quand même un peu difficile en ce moment. Mais pour pouvoir être allégé en termes d'exigences liées à solvabilité 2, il faut être rentable. Il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions d'euros et il faut que les primes brutes non-vie sur les branches 5 à 7 soient inférieures à 30%. Là, pour le coup, je ne vois plus l'écran. Pardon. Euh, de manière commune à alors, on va prendre pour l'assurance vie. L'assurance vie, et c'est un sujet qui est important, il faut que le SCR taux soit inférieur à 5% des provisions techniques. Donc, peut-être qu'il y a une réallocation d'actifs qui est à faire. Euh, c'est extrêmement important
et c'est extrêmement structurant. Il faut s'y préparer, puisqu'en fait, il faut être capable de le démontrer pendant 2 exercices consécutifs, donc faire en sorte que, et même 3 années pour le ratio combiné. Il faut s'y préparer pour pouvoir essayer d'être considéré comme un acteur de petite taille et non complexe. Alors, les autres sujets, c'est que le SCR de marché plus le SCR de contrepartie soit inférieur à 20% des investissements. Ça, c'est quelque chose qui est assez structurant aussi. Si j'ai investi uniquement sur l'immobilier, je suis à un taux de 25%, donc ça ne marche pas. Si je suis investi sur des actions, je suis à 39%, donc ça ne marche pas. Donc il faut que, au global, le SCR concentration, le SCR contrepartie et le SCR de marché soient inférieurs à 20% du total des investissements. Ça aussi, ça peut nécessiter une modification de la politique d'investissement. Et le dernier point sont les points un peu plus logiques. Les cotisations enfin, le capital de solidarité requis doit être supérieur à 100%, ça on l'imagine. Mm. Et les primes émises brutes pour les contrats souscrits dans un autre État membre doivent être inférieures à 20 millions d'euros et inférieures à 10% du total. Mm. Non, je pense qu'effectivement, ce qui est important à avoir en tête, c'est que comme ça rentre en vigueur en 2027 et qu'on va vous demander de justifier sur les 2 derniers exercices, bah, c'est maintenant. C'est 25 et 26. Donc, effectivement, il faut avoir peut-être si on veut prétendre à avoir justement ce statut d'entreprise de petite taille et non complexe, il faut peut-être dès maintenant justement jouer sur une stratégie pour pouvoir répondre à tous ces critères. Et donc, effectivement, il faut s'y mettre dès maintenant pour pouvoir commencer à pouvoir y prétendre, quoi. D'accord? Et après, Ouais. sur la partie process, je te laisse la parole, bien sûr. Oui, oui, tu peux le faire aussi, mais juste retenez bien, du coup, il y a maintenant 3 critères. 0 et 15, on n'est plus soumis à solvabilité 2. Entre 15 et 100, on est, pour les assureurs non-vie, hein, je parle. Entre 15 et 100, on est potentiellement dans une procédure d'allègement. Et supérieur à 100, on a quelques contraintes supplémentaires, dont un audit de votre bilan prudentiel qui est à mettre en place. Euh, pour ce qui est des demandes d'allègement, ça suit un process qui a été détaillé dans la clause de revoyure où il faut faire une notification auprès du régulateur, un dossier à faire. Il faut être en capacité de démontrer que sur ces 3 prochaines années, on ne va pas modifier de stratégie et que du coup, on ne va pas redépasser les 100 millions d'euros ou je ne sais quoi. Euh, et on va demander les mesures de proportionnalité qui seront nécessaires, demander par exemple le cumul de fonctions clés lorsque cela est nécessaire. Il faut envoyer ce rapport. Normalement, ils ont 2 mois pour répondre. Ils ont quand même expliqué qu'entre le 1er janvier enfin le 30 janvier et le 31 juillet, il y allait avoir beaucoup de demandes. Donc, ils ont répondu que pendant cette période-là, la réponse pouvait aller jusqu'à 4 mois. Et normalement, ils ont 2 mois pour répondre. Et s'ils n'ont pas répondu, eh bien, ça fait office d'acceptation face à Tout ce à fait. critère. Ouais. Donc ça, effectivement, ce qu'on peut vous préconiser, c'est que si vous voulez lancer un dossier de candidature justement pour avoir le statut, vous pouvez déjà commencer à regarder qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qu'il faut justifier. Et comme ça, vous construisez vos indicateurs finalement en fonction de ça et en fonction de ce que vous allez faire. Sachant qu'il y a aussi le côté Orsa hein, qui peut être embarqué puisqu'on vous demande de justifier que vous n'allez pas changer stratégiquement. Enfin, vous n'avez pas changé de stratégie dans les années qui arrivent. Donc ça, si votre Orsa il montre autre chose, ben effectivement, c'est pas cohérent. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être anticiper dès maintenant, justement, si vous voulez faire ce dossier, ben, qu'il faut bien soigner son ORSA, il faut bien soigner ses indicateurs et il faut faire en sorte que les indicateurs dépassent pas justement les différents seuils que l'UNSEM a présentés. Alors, Euh, juste ouais, pour complément, parce qu'il y a pas mal de questions juste sur ce sujet-là, sur l'audit qui est concerné dans la clause de revoyure, on nous demande si le SCR est intégré. Non, le SCR n'est pas audité, on parle uniquement du bilan prudentiel tel que c'est fait. Et on me demande si le RSR est audité. Non, c'est bien le bilan prudentiel qui sera validé, un peu comme les comptes.
C'est le bilan prudentiel qui sera à valider, ce qui veut dire les BC Estimate et ce qui veut dire la marge de risque. Alors après, comment on calcule la marge de risque, jusqu'à où vont aller les commissaires aux comptes, ça j'ai du mal à avoir une opinion tranchée sur le sujet. Est-ce que par le biais de la marge de risque, ils vont intégrer les calculs des SCR? Je ne pense pas, mais a priori, uniquement sur les provisions techniques et donc du coup best estimate et marge de risque. Très bien. Bon, je vois le temps défiler. Il faut Ouais. qu'on. Je vais essayer d'aller assez rapidement du coup sur la partie durabilité. Effectivement, la partie durabilité, c'est un point sur lequel on voulait insister, mais sur lequel on parle depuis plusieurs années maintenant. C'est qu'effectivement, bon, on est dans un environnement où il faut aujourd'hui justifier justement de sa politique en matière ESG et aussi en matière enfin tout ce qui est en lien avec la durabilité. Et bien évidemment, il y a le gros sujet CSRD qui va entrer en vigueur dès l'année prochaine. Donc il faut absolument, si vous êtes concerné, et donc là je remets les seuils parce que c'est vite atteint, les 50, si vous avez deux des trois critères qui sont atteints, soit 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de taille de bilan, vous êtes assujetti effectivement à la CSRD et la première publication va concerner l'année fiscale 2025, donc dès cette année. Et donc effectivement, il faut s'y préparer. Il y a des bonnes pratiques qui commencent à se mettre en place sur le marché, même si le marché reste assez peu mature sur le sujet. Et je pense même que l'État s'en rend compte. Donc il y a des éventualités de report ou je ne sais quoi qui sont d'actualité. Mais effectivement, il faut quand même, s'il n'y a pas de report ou quoi que ce soit, ben, il faut quand même se préparer. Et effectivement, c'est des tendances qu'on voit aujourd'hui auprès des acteurs. On est assez sollicité justement pour des accompagnements sur ces sujets. Et donc, il faut bien s'y préparer. Comment se préparer? Il faut commencer effectivement par faire ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité, chercher ce qu'on appelle la chaîne de valeur, vérifier sur quel module finalement de risque on est concerné et ensuite créer un certain nombre d'indicateurs. Parce que la CSRD, c'est quoi? C'est effectivement communiquer sur tous les indicateurs qui sont suivis par rapport à ce qui est demandé réglementairement et qui permet de répondre à la justification de comment on gère les différents risques en lien avec la durabilité. Et donc, il y a des certaines bonnes pratiques qui peuvent être appliquées, faire son propre analyse, regarder ce qui existe actuellement. Donc ça, c'est quand on initialise le projet, regarder ce qui existe actuellement versus ce qui est attendu et faire une sorte de gap entre ce qu'il faudrait mettre en place. Ensuite, commencer à faire bouger finalement en interne les politiques, voire même vérifier si on peut retrouver ou pas des informations, des indicateurs. Et ensuite, effectivement, bah, aller commencer à automatiser la production de ces indicateurs. Et ça, effectivement, ça se met en place progressivement avec une feuille de route et aussi la stratégie qu'on veut mener par rapport à ces indicateurs. D'accord? Parce que la CSRD, c'est aussi une remise derrière, enfin une remise de fichiers XBRL à remonter à la CPR. Et donc, il faut que ces indicateurs soient prêts euh, à pouvoir être intégrés à la fois dans le rapport, mais aussi à la fois dans les tableaux à remettre à la CPR. Donc ça, effectivement, bah, comme je vous l'indiquais, on démarre par une analyse de double matérialité. Donc on regarde la chaîne de valeur. Donc quel est l'environnement dans lequel on travaille. On regarde ensuite quels sont les impacts qu'on peut avoir par rapport à ces différentes chaînes de valeur. Quels sont les impacts qu'on peut avoir vis-à-vis des problématiques, l'impact financier, etc. Ensuite, on regarde quels sont les indicateurs qu'on peut avoir et qui peuvent nous connecter, qu'on peut connecter pour suivre justement l'évolution de ces différents impacts. Et ensuite, effectivement, si on voit qu'on n'a pas assez d'indicateurs, ben, il faut les mettre en place. Il faut aller chercher à quel niveau finalement on peut commencer à intégrer un indicateur. Et donc ça, effectivement, ben, ça dépend de la politique maison, de ce qu'on peut suivre ou pas. Et après, effectivement, commencer à rédiger des mini-rapports CSRD à blanc pour vérifier que on commence à bien matcher
ce qui est attendu réglementairement, et aussi commencer cet exercice de d'audit, hein, puisque demain, le rapport CSRD sera audité par un organisme tiers indépendant. Et donc ça, effectivement, il faut le faire dès maintenant pour pouvoir commencer à systématiser finalement le process. Et donc ça, effectivement, c'est un point dont qu'il faut attaquer dès maintenant et pas attendre le 1er janvier 2026 pour dire, ah bah tiens, il y a un rapport à faire et il faut le faire. D'accord? Ça peut prendre du temps, il faut pas négliger le temps et il faut pas aussi négliger qu'il faille quelquefois changer aussi de manière de penser en interne, puisqu'effectivement, tout ce qui est sujet de durabilité, maintenant, ça devient un sujet qu'on demande de suivre, en tout cas que le gouvernement et la CPR demandent de suivre. Donc effectivement, il y a une sorte de philosophie une culture risque, hein, à intégrer au sein de chaque entreprise. Finalement, conclusion, ça après, je sais pas si tu veux prendre la main au départ. Bah, conclusion sur tout ce dont on vient de parler, c'est que 2025, c'est une année où il y aura il y a eu pas mal d'évolutions sur les marchés et aussi sur l'environnement assurantiel. Bon, je vais dire comme chaque année maintenant, hein. Et donc, effectivement, il faut toujours être à l'affût sur comment vont évoluer les indicateurs qu'on va produire, que ce soit sur les chiffres ou même sur les données ou même toute la partie procédure, hein, parce on peut avoir des éléments en lien avec ce qui est attendu par la CPR en termes de justification. Et donc, il faut toujours être à l'affût des évolutions et donc, effectivement, faire attention à tous ces éléments. Et de manière générale, je dirais, on peut déjà commencer à avoir un premier pas sur les prochaines remises, anticiper tout ce qui est audit, se préparer au nouveau reporting attendu par rapport à la durabilité. Il y a toujours cette histoire il faut que demain, les instances de validation soient matures sur les thématiques pour justement pouvoir valider et embarquer les stratégies qui en découlent et effectivement prendre en compte toutes ces nouveautés, hein, qu'on vous a présentées vis-à-vis de la CPR, vis-à-vis des formats de reporting. Ça, c'est vraiment le savoir dès maintenant, ça vous permet de gagner du temps pour la suite. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi du webinaire, hein, c'était de vous présenter ça. Et bien sûr, nous, on accompagne pas mal d'acteurs justement sur la mise en conformité ou même la préparation à ces éléments. Donc, si vous avez vous-même des questions sur ces points-là, faut pas hésiter à nous contacter. Et bien sûr aussi, si vous avez des éléments à nous partager, faut pas hésiter non plus à le faire. Alors, je sais pas si Sam, tu avais aussi des points pour conclure. Non, pas tellement. Je pense que c'est important. Alors, il faut anticiper, il faut rester pragmatique aussi, hein. Et voilà, je mets un bémol sur ce que tu as dit, parce que c'est vrai que c'est l'actualité du moment. Je pense que, et je le redis, parce que même si je l'ai un peu dit, mais il y aura des mécanismes de simplification, d'allègement, qui seront mis en place. En tout cas, ça fait partie des objectifs de la CPR. Donc, très probablement, cette CSRD sera allégée. En revanche, elle ne sera pas supprimée. Elle sera peut-être que. Alors, moi, ce que j'entends dire beaucoup, c'est que, et c'est ce qui paraît le plus simple, c'est que les seuils seront un peu augmentés. Ça, c'est probable. Mais il n'y aura pas une simplification totale de tous euh, de toutes ces exigences. Mais de toutes les façons, et ça c'est de façon un peu plus générale, et on l'a bien vu sur Dora, mais ça va être la même chose sur la CSRD, ce que l'on demande, c'est que les prestataires, en fait, et on demande aux institutions financières et d'assurance de s'assurer que les prestataires répondent aux exigences réglementaires. Et donc, en fait, et c'est l'objectif de la CPR, c'est qu'il y ait une forme de diffusion de ces bonnes pratiques au sein des petits acteurs. Donc, si vous voulez travailler avec un gros acteur, il faudra de toutes les façons que vous soumettiez à ces exigences réglementaires parce que votre client aura besoin que vous soumettiez à ces exigences réglementaires. Donc, il faut y réfléchir, il ne faut pas les mettre de côté. Et je pense que c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Et on le voit, hein, vous devez le voir lorsque vous répondez à des appels d'offres en collectif.
les exigences en termes de durabilité, ils sont très présentes et ça fait partie des critères de sélection. Donc c'est juste pour donner cet exemple-là et on pense que ce sera la même chose sur Dora, ce sera la même chose sur toutes les mécanismes où il y a des échanges d'informations qui peuvent être faits. Donc voilà, c'est des sujets généraux, mais c'est des sujets sur lesquels de toutes les façons, c'est une évolution du secteur, une évolution qui sera faite. Évidemment, l'aspect reporting, l'aspect échange avec la CPR, il va être peut-être revu, en tout cas simplifié, allégé, mais ces exigences sur le marché vont rester très importantes. Je ne sais pas si je suis clair sur ce que je peux dire, mais je pense que c'est important de bien l'avoir en tête. Tout à fait. Alors, pour conclure peut-être, alors on a essayé de répondre aux différentes questions qu'on a reçues. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Bien sûr, on reste toujours disponible même après le webinaire. Il ne faut pas hésiter à nous reposer des questions même après le webinaire. On a mis nos coordonnées sur cette slide, donc faut pas hésiter à nous contacter. On a essayé de répondre à toutes les questions quasiment qu'on a Il y en a deux autres qui viennent reçues. d'arriver. Hein? Il y en Pardon? a deux autres, il y en a deux autres qui viennent d'arriver. Oui, 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 je regarde. Après, Bon. effectivement, je dirais, je pense que on a essayé de vous faire un panorama des différents points d'attention pour cette remise qui arrive et celles qui vont arriver dans le futur. Il y a aussi une sorte de partage d'expérience de ce qu'on a reçu des échos de nos clients. Donc après, il faut pas hésiter à aussi contribuer, on va dire, à ce panorama, hein, ça peut être pas mal, mais aussi à nous poser des questions si besoin. Parfait. Alors moi, je réponds juste en live. Critères de petite taille, les données sont-elles toutes S2? Oui, je vous confirme, c'est bien des données S2, parce qu'il y a les SR de marché, et quand on parle d'investissement, c'est bien en valeur de marché. Valorisation des provisions techniques, c'est bien en valeur de marché. Enfin, ça, on va bien en best estimate. Donc ça, c'est bien précisé et euh, c'est assez clair. Et donc, la base de travail, c'est bien le bilan prudentiel. Attention, pour les assureurs non-vie, vous devez être aussi rentable. Et donc là, pour le coup, c'est sur le compte de résultat classique que vous pouvez avoir. Oui. Alors, Concernant... Ah, rentable, pardon, c'est pas, excusez-moi, je suis un peu rentable, c'est pas rentable résultat global, c'est le résultat technique. Il faut que le corps soit inférieur à un. Donc, le ratio combiné soit inférieur à un. ouais. Ça, il y avait une question sur les recos sont-elles applicables au FRPS? J'ai pas regardé forcément, mais je sais que les FRPS sont souvent à part. Oui, pour moi, Euh, elles ne sont pas soumises. pour moi, Il y c'est aura pas pas, il la n'y aura même pas d'audit. règlement. Ouais, C'est pas la même réglementation. Faut voir si la réglementation FRPS a aussi évolué ou pas. Mais de mémoire, non. Enfin, à l'instinct, je dirais non. Ça n'a pas évolué. Donc c'est ça, comme c'est à part, ben, je pense que c'est aussi, ce sera pas soumis, quoi. J'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, Ansem. ouais, merci. Merci d'avoir été aussi présent. Vous étiez quasiment 200, donc c'est vraiment sympa. J'espère qu'on a répondu à vos questions, à vos attentes. N'hésitez pas à nous poser des questions, même en direct. Voilà, vous prenez mon mail, celui de Kevin, vous le mettez en copie tous les deux et on prendra le temps d'y répondre. Voilà, on a abordé beaucoup de sujets, donc on a été plus long que prévu, mais de toutes les Ouais, façons, ça c'est une classique des webinaires d'Actuelia. Si vous en avez déjà fait plusieurs, on est très souvent un peu plus long que prévu. Mais voilà. En tout cas, on est ravis d'avoir ces échanges avec vous, ravis d'avoir ces questions, ravis de pouvoir partager avec vous tous ces sujets. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger très rapidement. fait. Merci. Merci beaucoup.